Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Choseville à l'antenne. Très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle émission Panorama Info. Comme vous le savez, j'évoque régulièrement la Chine dans mes émissions et j'ai souvent dénoncé les multiples violations des droits de l'homme et de la liberté religieuse commises par le régime monolithique et dictatorial imposé à ce grand pays par le Parti communiste chinois depuis 1949, presque 73 ans. Presque 73 ans durant lequel le Parti communiste chinois est le seul parti politique autorisé en Chine. J'ai souvent évoqué le sort tragique du malheureux peuple ouïghour du Turkestan oriental, rebaptisé Xinjiang par les Chinois. Ces musulmans devenus chinois contre leur gré, et qui parlent une langue turcique, c'est-à-dire de la même origine que le turc, et qui constitue l'une des multiples minorités ethniques et religieuses de la Chine. Leur patrie a subi une véritable colonisation de peuplement depuis l'avènement du régime communiste. Ils se retrouvent minoritaires sur leur propre sol. Les Ouïghours ont été durement réprimés, tant dans la pratique de leur religion que dans la conservation de leur culture et de leur langue. Plusieurs centaines de milliers d'entre eux sont, au moment où je vous parle, toujours enfermés dans de véritables camps de concentration où les autorités de Pékin tentent de les rééduquer pour en faire de bons et loyaux citoyens chinois et de bons communistes. Il m'est aussi assez souvent arrivé d'évoquer le sort des chrétiens chinois, qui eux aussi ont été durement réprimés depuis l'arrivée au pouvoir des communistes. Le parti a tenté de prendre le contrôle de l'Église catholique en créant une pseudo-église patriotique officielle, sans lien avec Rome. Les évêques, prêtres, religieux et religieuses, les croyants demeurés fidèles au pape, ont dû plonger dans la clandestinité depuis plus de 7 décennies. Nombre d'entre eux ont été arrêtés et envoyés en camp de rééducation, où beaucoup sont morts. Quant à Hong Kong, j'en ai aussi souvent parlé sur ces ondes. L'actuel chef du régime chinois, Xi Jinping, foule aux pieds depuis plusieurs années le traité pourtant signé par son pays avec le Royaume-Uni, qui garantissait à Hong Kong son autonomie et le maintien pendant 50 ans de sa démocratie et de ses lois, selon le principe de « un pays, deux systèmes », clairement défini dans le dit traité. C'est à cette condition que la rétrocession du territoire à la Chine avait pu être effectuée en 1997. Xi Jinping a mis bas le masque en 2019. Le 9 juin de cette année-là, un projet de loi sur l'extradition des opposants politiques en Chine provoqua une manifestation massive regroupant plus d'1 million de personnes. Le 16 juin, toujours à la suite de ce projet de loi, ce sont 2 millions de personnes qui défilaient. Le 1er juillet, les manifestants entrèrent de force dans l'Assemblée locale, le Conseil législatif. Le 8 juillet, le gouvernement de Hong Kong a finalement retiré le projet de loi, mais les manifestations se sont poursuivies, manifestations qui revendiquaient
ouvertement une plus grande autonomie pour le territoire et la non-ingérence de Pékin dans le processus démocratique local. Le 24 novembre 2019, le camp pro-démocratie remporta une victoire écrasante lors des élections locales hongkongaises. En mai 2020, le gouvernement chinois annonça qu'il soumettait au vote de l'Assemblée nationale populaire à Pékin la loi sur la sécurité nationale en vertu de l'article 23 de la loi fondamentale de Hong Kong. Cette loi a également pour objet l'interdiction de, je cite, la subversion, la sédition et la sécession. L'annonce de ce projet de loi a eu pour effet de relancer les manifestations pro-démocratie qui s'étaient interrompues du fait de la pandémie du Covid-19. Les manifestants avaient en effet de bonnes raisons de craindre que cette loi ne mène directement à la fin de l'autonomie de Hong Kong, sans attendre la date fatidique de 2047. Selon le nouveau texte, ce nouveau texte de loi met en effet brutalement fin à une exception démocratique et il limite considérablement les libertés civiles et politiques de n'importe quel citoyen qui serait en désaccord avec le système chinois ou avec le gouvernement de Pékin. J'ai une pensée émue en enregistrant cette émission pour les courageux leaders du mouvement pro-démocratie qui, pour la plupart, ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Je pense en particulier à Joshua Wong, aujourd'hui âgé de 25 ans, qui a été arrêté pour la première fois en 2014, alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. 3 ans plus tard, il a été de nouveau arrêté, puis condamné à 6 mois de prison ferme pour son rôle dans le mouvement dit des parapluies de 2014. Libéré sous caution au bout de 2 mois de prison, il a à nouveau été condamné et emprisonné en 2019. Joshua Wong a été libéré de prison le 17 juin 2019 à la suite des manifestations du mois de juin concernant le projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. À peine remis en liberté, Joshua Wong a demandé la démission de la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, tout en dénonçant les violences policières lors de la manifestation du 12 juin. Au matin du vendredi 30 août, il a à nouveau été interpellé. Le 29 octobre 2019, sa candidature aux élections locales prévues pour le 24 novembre a été invalidée par la commission électorale au motif que son engagement pour le droit à l'autodétermination de Hong Kong était contraire à la loi fondamentale. En décembre 2020, Joshua Wong a été condamné à 13 mois et demi d'emprisonnement pour incitation au regroupement illégal et à l'organisation de regroupements illégaux. Joshua Wong, à ce jour, n'a toujours pas été libéré, car alors qu'il purgeait sa peine, il a été condamné à de nouvelles peines de prison. La dernière étant intervenue le 6 mai 2021 pour avoir participé en 2020 aux commémorations interdites de la répression du mouvement de Tiananmen de 1989. Le cas de Joshua Wong est emblématique, mais il est très loin d'être unique malheureusement. Hong Kong était, avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le seul endroit de Chine où survivait un minimum de démocratie et de liberté d'expression. Ce n'est plus le cas désormais. Et cela a certainement servi de leçon à tous ceux qui pensaient que le principe d'un pays, deux systèmes pourrait un jour s'appliquer à Taïwan en cas de réunification négociée de l'île avec le continent. Depuis que Xi Jinping tient les rênes du pouvoir, la tension a en effet beaucoup augmenté dans le détroit séparant la Chine de l'ancienne Formose. Le leader chinois ne fait pas mystère de son but ultime, qui est le retour de l'île dans le giron chinois, même si cela devait se faire par la force. En effet, l'existence même d'un Taïwan démocratique est proprement insupportable
pour le leader Xi Jinping. Les autorités de Pékin multiplient les pressions économiques et diplomatiques pour isoler Taïwan dans le monde, en poussant ses derniers alliés à rompre leurs relations et à reconnaître la Chine populaire, et s'opposant énergiquement à la participation de Taïwan aux forums internationaux, en particulier aux réunions des agences spécialisées de l'ONU. C'est ainsi que le gouvernement de Taipei n'a pas pu partager son expérience sanitaire lors des réunions de l'Organisation mondiale de la santé, alors que Taïwan a été exemplaire dans sa gestion de la crise du Covid-19. Le risque d'une guerre est réel, car Pékin fait des préparatifs pour organiser la conquête militaire de l'île, île qui est censée être protégée militairement par les États-Unis. Il ne se passe pas une journée sans que l'armée de l'air chinoise viole l'espace aérien taïwanais et que de grandes manœuvres militaires impliquant des répétitions de débarquement aient lieu sur le continent juste en face de Taïwan. L'option militaire semble donc être désormais privilégiée par les autorités de Pékin afin de parvenir à réaliser ce qu'elles appellent la réunification de la patrie. De leur côté, les Taïwanais semblent être déterminés à défendre coûte que coûte leur liberté et leur démocratie. Mais dans l'éventualité d'une offensive chinoise, que pèserait l'armée d'un petit pays de 23 millions d'habitants face à l'armée d'une superpuissance peuplée par plus d'1,4 milliard d'habitants? Le danger de guerre est certainement plus réel dans le détroit séparant la Chine de Taïwan qu'il ne l'est aux confins de l'Ukraine, dont on nous parle beaucoup ces derniers temps. Enfin, j'ai aussi évoqué régulièrement le Tibet, cette vaste région qui fait officiellement partie de la République populaire de Chine, cet immense plateau himalayen. Je rappelle que ce pays, parce qu'il s'agit bien d'un pays, que l'on ne vienne pas nous dire que les Tibétains sont des Chinois. Les Tibétains sont des Tibétains, ils ont une civilisation millénaire, tout aussi respectable que l'est la civilisation chinoise. Mais c'est malgré tout une civilisation différente, ce n'est pas une civilisation chinoise. Ce pays donc a été annexé militairement, conquis militairement en 1950 par l'armée de la République populaire de Chine, nouvellement instaurée en Chine. La prise de contrôle du Tibet par les communistes chinois, je rappelle que le Tibet est une civilisation profondément imprégnée par la religion bouddhique et que donc le communisme ne s'accorde pas forcément très bien avec les préceptes bouddhistes. Donc la prise de contrôle de plus en plus oppressante du Tibet par le système communiste chinois a amené la fuite du 14e Dalai Lama en 1959, avec une centaine de milliers de réfugiés qui depuis vivent en Inde, et dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement en Inde, mais surtout en Inde, où a été établi un gouvernement en exil. Depuis que le Tibet est intégré à la République populaire de Chine, a eu lieu, comme au Xinjiang, une véritable colonisation de peuplement, et comme au Xinjiang, les Tibétains sont en passe de se retrouver minoritaires sur leur sol. La révolution culturelle a été une période épouvantable pour le peuple tibétain, où les gardes rouges s'en sont pris aux édifices religieux, s'en sont pris aux moines. Puis, dans les années 90 et 2000, il y a eu des manifestations demandant le retour du Dalai Lama, demandant l'indépendance, qui ont été durement réprimées. La police chinoise a tiré à balles réelles. Des centaines de Tibétains, et en particulier de religieux, ont été arrêtés. Le Tibet est toujours incarné
aujourd'hui par la personnalité de l'actuel Dalai Lama, le 14e Dalai Lama. Je rappelle que le Dalai Lama était à la fois dans la tradition tibétaine un chef d'État et un guide spirituel pour donc l'école bouddhique tibétaine. Il ne représente pas tous les bouddhistes du monde, hein. Le bouddhisme est divisé en différentes écoles, mais donc le Dalai Lama est le leader incontesté du bouddhisme tibétain. Et il a obtenu, rappelons-le, le prix Nobel de la paix. Donc c'est une personnalité universellement reconnue et respectée. Mais le Dalai Lama, il a 87 ans. Que va-t-il se passer le jour où, malheureusement, il disparaîtra? Selon la tradition bouddhique tibétaine, en cas de décès du Dalai Lama, un successeur doit être identifié. Alors là, je vais aborder la question de la réincarnation, qui est un concept naturellement étranger à notre conception chrétienne, mais qui est une croyance partagée par des centaines de millions d'êtres humains à travers le monde, et en particulier en Asie du Sud et du Sud-Est. Il s'agit d'identifier une réincarnation du Dalai Lama. Et cette réincarnation doit être validée par le deuxième personnage du système bouddhique tibétain, qui est le Panchen Lama. Or, le Panchen Lama, donc, il est considéré comme une émanation du Bouddha Amitabha, c'est-à-dire de lumière infinie, alors que le Dalai Lama est considéré comme une émanation du Bodhisattva de la compassion, Avalokiteshvara. Alors, le 11e Panchen Lama est décédé à la fin des années 80. Et le 10e Panchen Lama, il est décédé donc à la fin des années 80. Et il est mort à 50 ans d'une crise cardiaque. Et beaucoup de Tibétains sont persuadés qu'il a en fait été empoisonné par les autorités communistes, parce que quelques jours plus tôt, il avait prononcé un discours dans lequel, tout en reconnaissant les progrès effectués au Tibet depuis l'annexion de 1950 en matière de développement, il réaffirmait la volonté des Tibétains de rester tibétains, et il réaffirmait sa fidélité envers le Dalai Lama, ce qui est tout à fait intolérable, ce qui était tout à fait intolérable pour les autorités chinoises. Donc il est mort, et ensuite le processus d'identification, pour lui aussi, ça fonctionne de la même manière que pour le Dalai Lama, le processus d'identification d'une réincarnation a commencé, et cette responsabilité a été confiée à un personnage important du bouddhisme tibétain, à l'abbé d'un monastère, avec l'aval, signalons-le, du gouvernement chinois, pensant que ce responsable religieux était fidèle à Pékin. Or, ce responsable religieux a d'abord informé le Dalai Lama, par des moyens détournés et secrets, du choix qui avait été fait de la réincarnation. Et le Dalai Lama a donné son aval. Et le choix a été fait donc d'un enfant âgé de 6 ans à l'époque, nommé Gedun Chökyi Nyima, qui avait 6 ans en 1995, lors de son identification. L'enfant aurait d'ailleurs reconnu des objets, des biens appartenant au Panchen Lama décédé, et il aurait parlé du monastère où réside le Panchen Lama. Donc c'est avec ces éléments qu'il a été identifié comme étant la réincarnation du défunt.
Pékin est tout de suite intervenu, n'acceptant pas que le Dalai Lama ait eu son mot à dire dans le processus de sélection. Et 3 jours après sa désignation, l'enfant, je le rappelle, âgé de 6 ans, a disparu, ainsi que ses proches. On est toujours sans nouvelles de lui aujourd'hui. Il aurait été emmené à Pékin. Qu'est-il devenu? Il aurait aujourd'hui 30 et quelques années. Personne ne le sait. Mais quelques jours plus tard, Pékin a organisé, c'est assez tristement ironique de voir un parti communiste athée organiser la sélection d'une réincarnation, et donc ils ont choisi un autre enfant pour devenir le 11e Panchen Lama. Et c'est lui qui est donc Panchen Lama en titre, du moins à l'intérieur de la Chine. Et je rappelle qu'en cas de décès du Dalai Lama, la réincarnation du défunt devra être validée par le Panchen Lama. Cela veut dire que si on laisse les choses faire, suivre leur cours, c'est le Parti communiste chinois qui choisira le prochain Dalai Lama. Donc, je vous laisse imaginer la crise que cela provoquera. Bon, je ne vais pas, dans cette émission, comment dirais-je, me faire le propagandiste ou le prosélyte du principe de réincarnation, comme je l'ai dit clairement. Mais c'est une tradition qui est bien ancrée depuis des milliers d'années dans l'esprit de beaucoup de gens, en particulier les Tibétains, et qui est tout à fait respectable. Mais cependant, je pense que cet enfant, Gedun, enfin qui n'est plus un enfant aujourd'hui, s'il est encore vivant, Gedun Choki Nyima, est emblématique. Il est emblématique parce que ça montre le mépris des autorités chinoises pour les droits de l'homme et même pour les droits d'un enfant. À l'époque, en 1995, Gedun Choki Nyima est devenu le plus jeune prisonnier politique au monde. Alors, je voudrais donc mettre en avant ce cas emblématique, surtout que dans quelques semaines vont s'ouvrir à Pékin les Jeux olympiques d'hiver. Les États-Unis ont déjà informé les autorités chinoises qu'ils ne seraient pas représentés lors des cérémonies d'ouverture et de fermeture, que bon, les athlètes américains iraient en Chine, mais que les États-Unis s'abstiendraient d'être présents lors des cérémonies. D'autres pays ont indiqué qu'ils allaient faire la même chose. J'ai toujours, pour ma part, en mémoire les Jeux olympiques d'été de 1936 à Berlin, où des délégations du monde entier ont participé à ces Jeux, alors même que la persécution des Juifs en Allemagne avait déjà commencé, alors même que des dizaines de milliers d'opposants de tous bords peuplaient déjà les camps de concentration, à Dachau et en d'autres lieux. Aujourd'hui en Chine, ce ne sont pas quelques dizaines de milliers de personnes qui sont en camp de concentration, ce sont des centaines de milliers, voire des millions. Les Juifs ne sont pas persécutés en Chine, mais les Ouïghours le sont, les Tibétains le sont, les opposants hongkongais le sont. Doit-on rester silencieux? Doit-on faire comme si de rien n'était et participer à cette grande fête sportive? Je n'ai pas de réponse claire à cela. Je comprends tout à fait la volonté des sportifs de participer, qui se préparent depuis des années, de participer à ces Jeux, et je la respecte tout à fait. Mais, doit-on malgré tout passer sous les fourches codines du pouvoir chinois et faire comme si? Je pense que non. Je pense que non. Et je pense qu'il faut justement profiter de ces Jeux olympiques pour parler de Gedun Choki Nyima, du Panchen Lama, du 11e Panchen Lama, et de toutes les victimes de ce pouvoir monolithique en place en Chine. Voilà, c'est sur ces considérations, chers amis auditeurs et auditrices, que je vous laisse en écoutant de la musique tibétaine.
difficile.